Tracy a rencontré Léo lors de ce qui aurait dû être une journée ennuyeuse. Elle prenait l'Amtrak pour rendre visite à sa sœur à Chicago quand leur train a heurté quelque chose sur les voies. Pas un déraillement complet, mais assez pour endommager le dessous du wagon et les laisser tout coincés au milieu de nulle part en Pennsylvanie. Ils ont dû transporter tout le monde en bus jusqu'à une petite ville pour attendre pendant qu'ils réglaient la logistique. 8 heures, c'est le temps qu'ils ont passé bloqués dans cette ville aléatoire qui comptait exactement un dîner, un bar et une supérette. La plupart des passagers se sont entassés dans le dîner, mais il s'est vite rempli. Tracy s'est retrouvée au bar d'Alexandra côté avec son sac de voyage, commandant un sandwich triste et parcourant son téléphone pour prévenir sa sœur qu'elle serait en retard. Léo était assis 2 tabourets plus loin, lui aussi avec des bagages. Il a fait une blague sur le fait que l'univers devait vraiment vouloir leur faire apprécier l'Amérique des petites villes. Tracy a ri. Il était mignon, grand, avec des cheveux noirs en désordre et de belles mains. Elle avait toujours eu un faible pour les belles mains, sans savoir pourquoi. Ils ont commencé à discuter. Elle a découvert qu'ils se dirigeaient tous les deux vers la même région générale. Il a dit qu'il passait un entretien pour un poste, fatigué de la routine corporate et voulant construire quelque chose de significatif. Tracy lui a raconté qu'elle travaillait dans la logistique, pas glamour mais stable. Après quelques heures de conversation et 2 ou 3 bières, ils ont échangé leurs numéros. Elle ne pensait pas vraiment que ça mènerait quelque part, pour être honnête, mais il lui a envoyé un message le lendemain. Ils se sont retrouvés pour un café quand elle est revenue de chez sa sœur. Cet entretien qu'il devait passer, il n'a pas eu le job, mais il a dit qu'il en avait un autre en vue, puis encore un autre après ça, toujours quelque chose de grand à l'horizon, toujours à 2 doigts d'obtenir l'opportunité parfaite. Tracy ne s'en préoccupait pas au début, le marché de l'emploi était dur et il était charmant. 6 mois plus tard, son bail se terminait. Son appartement à elle était plus grand, plus près du centre-ville. De toute façon, elle payait déjà la plupart de leurs soirées depuis un moment, ses fonds à lui étant temporairement limités jusqu'à ce qu'il décroche son prochain contrat. Quand il a suggéré d'emménager ensemble, ça semblait logique. C'est là que les choses ont commencé à changer. Le premier mois, il a payé sa part du loyer à temps. Au 2e mois, il avait une semaine de retard. Au 3e mois, il avait toute une histoire sur un chèque d'un projet freelance qui était retardé, mais il a assuré qu'il couvrirait le loyer du mois suivant plus ce qu'il devait. Tracy n'a pas insisté. Elle pouvait gérer le loyer seule, c'était juste, mais faisable, et Léo était à la maison toute la journée à réseauter et travailler sur son portfolio, donc au moins l'appartement était propre et le dîner était souvent prêt quand elle rentrait. Elle se disait que c'était temporaire, mais les excuses devenaient de plus en plus élaborées. La start-up pour laquelle il consultait avait des problèmes comptables, un client tardait à payer une facture, un projet avait été prolongé, toujours quelque chose hors de son contrôle, toujours une solution juste au coin de la rue. Pendant ce temps, son compte en banque à elle se vidait. Elle a commencé à prendre des heures supplémentaires, à faire des inventaires le week-end. Léo lui massait le dos quand elle rentrait épuisée, lui disait à quel point elle était incroyable, qu'il se rattraperait quand sa carrière décollerait. Son amie Rita a été la première à dire quelque chose. Elle prenait un café et Tracy a mentionné qu'elle sautait un concert à venir parce que l'argent manquait. Rita lui a lancé un regard et lui a demandé combien de temps elle comptait financer le style de vie de Léo. Tracy s'est mise sur la défensive, disant qu'ils étaient une équipe, que les relations avaient des hauts et des bas, qu'il ferait pareil pour elle. Mais le commentaire l'a marquée. Elle a commencé à faire plus attention. Elle a remarqué combien de fois il utilisait sa carte Visa pour des petites choses sans demander, comment sa facture d'épicerie avait doublé depuis qu'il avait emménagé alors que son frigo semblait plus vide, comment il avait toujours de l'argent pour un nouveau jeu ou des verres avec ses amis mais jamais pour les factures. Quand elle a évoqué le mariage une fois, juste en passant, après les fiançailles de sa cousine, il a eu l'air de quelqu'un à qui elle venait de proposer de sauter d'un pont. Il a dit qu'il n'était pas prêt, que le mariage était une affaire sérieuse, qu'ils avaient une bonne dynamique, pourquoi se presser? Elle n'a pas insisté. Elle aurait dû. Puis les choses se sont bizarrement améliorées pendant environ un mois. Léo sortait plus, disait qu'il rencontrait des clients potentiels, assistait à des événements de réseautage, rattrapait le temps avec d'anciens contacts. Il semblait plein d'énergie, disait que les choses se mettaient enfin en place. Tracy voulait y croire. Ce vendredi-là,
son amie Lily lui a envoyé un message pour savoir s'il voulait dîner avec elle et son copain. Léo lui avait déjà dit qu'il avait un truc de réseautage, alors elle a accepté de les retrouver seuls. Elle est arrivée au restaurant en avance. Lily agissait bizarrement, vérifiait son téléphone sans arrêt, lançait à Tracy des regards étranges et compatissants. Enfin, le copain de Lily est arrivé et a tout de suite parlé d'un événement tech auquel il était allé la veille. Puis il a lâché ça, a demandé si Léo avait apprécié le bar ouvert, mentionnant l'avoir vu là-bas avec sa fiancée. Tracy a dû avoir l'air confuse parce qu'ils se sont tous tus. Lily a sorti son téléphone, s'est mise à s'excuser, disant qu'elle ne savait pas si elle devait montrer ça à Tracy ou pas, mais qu'elle avait vu quelque chose sur Instagram ce matin-là qui n'avait aucun sens. Elle lui a tendu le téléphone. C'était le profil d'une femme que Tracy ne connaissait pas, une blonde nommée Kate. Son dernier post datait de la veille, guirlande lumineuse, coupe de champagne et sa main avec une bague en diamant, légende, j'ai dit oui, je n'arrive pas à croire que je vais épouser mon âme sœur. Tracy a parcouru le profil de la femme. Il y avait des posts d'eux ensemble remontant à au moins un mois, avec des légendes comme « Mon homme » et « Soirée avec l'amour de ma vie ». Sur une photo, ils étaient à la plage, 2 week-ends plus tôt, quand Léo lui avait dit qu'il rendait visite à ses parents dans le nord de l'État. Elle s'est excusée du dîner, a dit à Lily et son copain qu'elle les appellerait plus tard, puis est rentrée directement chez elle. Tracy a vérifié le compte commun de la carte de crédit sur son téléphone. Elle a trouvé des frais pour des restaurants où elle n'était jamais allée, un hôtel en centre-ville d'il y a 3 semaines, et un achat dans une bijouterie la semaine précédente, $2 800. C'est là qu'elle a compris, il avait acheté la bague de Kate avec son argent à elle. Elle s'est assise près de la fenêtre dans leur appartement, parcourant toutes les preuves jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Vers 21h, elle a entendu sa clé dans la serrure. Il est entré, a enlevé ses chaussures comme si c'était une soirée normale et s'est dirigé vers le frigo. Il a pris une bière, une qu'elle avait payée. Tracy lui a demandé « Où étais-tu » ? « Juste du réseautage », a-t-il dit, « je fais des connexions, les choses s'améliorent. » Puis elle a demandé « T'es-tu fiancé récemment ?» Il s'est figé. D'abord il y a eu le choc, puis un étrange petit sourire, comme s'il était presque impressionné qu'elle ait découvert. Quand elle a demandé s'il avait proposé à cette blonde des photos, il a juste haussé les épaules. « Écoute, on peut pas faire ça maintenant. Je ne te dois rien. » Elle tremblait. « Tu as dépensé mon argent, vécu avec moi et demandé quelqu'un d'autre en mariage. » Elle a crié, sa voix si forte qu'elle était sûre que les voisins l'avaient entendue. C'est là qu'il a dit cette chose qu'elle n'arrivait pas à oublier. Il a levé les yeux au ciel, a pris une gorgée de bière et a dit « Allez, tu pensais vraiment que je te passerais la bague au doigt ? T'es le genre de fille qu'on prend quand on échoue. Je n'ai pas échoué. » Elle ne se souvenait même pas d'avoir décidé de le frapper, mais soudain son poing a heurté son torse, fort. Il a trébuché en arrière, renversant de la bière sur sa chemise. Avant qu'il ne puisse se reprendre, elle l'a giflé en plein visage, laissant une marque rouge sur sa joue. « Je veux que tu sortes », a-t-elle dit, la voix basse mais tremblante. « Fais tes valises et va-t'en. » Il a essayé de discuter, disant qu'elle exagérait. Tracy a attrapé son sac à dos sur le crochet près de la porte et a commencé à y fourrer tout ce qu'elle pouvait, son chargeur sur le comptoir, des t-shirts dans le tas de linge propre. Elle le lui a jeté. « Si t'es pas parti dans 5 minutes, j'appelle ta fiancée et je lui dis tout. » Ça l'a fait bouger. Il a pris quelques affaires essentielles, marmonnant qu'il reviendrait chercher le reste plus tard. « Tu t'arrangeras avec le proprio », lui a-t-elle dit. « Tu ne rentres plus ici. » Il a claqué la porte en sortant. Le lendemain, elle a changé les serrures. Elle a mis le reste de ses affaires dans des sacs poubelles et les a laissés près de la benne. Elle a bloqué son numéro, son email et tous ses réseaux sociaux. Mais le cauchemar n'était pas fini. Quand Tracy a vérifié ses comptes plus attentivement, elle a réalisé l'ampleur des dégâts. Plus de $2 700 avaient été débités de ses cartes en seulement 2 mois, des abonnements qu'elle n'avait jamais approuvés, des additions de restaurants qui lui donnaient la nausée, et la bague, cette bague qui n'était même pas pour elle. Elle a appelé la banque, mais la plupart des frais étaient trop anciens pour être contestés. La carte était aussi au nom de Léo. Elle avait été tellement stupide. Ça, c'était il y a 3 mois.
Ce qui s'est passé ensuite était un tout autre cauchemar, qu'elle garderait pour une autre fois. Cette nuit-là, après l'avoir virée, elle n'a pas pu dormir. Elle vérifiait sans cesse la porte, même si elle l'avait verrouillée. Vers 3 heures du matin, elle a reçu une série de messages de lui, allant de la colère, « Comment oses-tu me foutre la honte en mettant mes affaires dehors ?» à la manipulation, « On doit parler de ça comme des adultes », jusqu'au pathétique, « Je n'ai nulle part où aller ». Elle n'a répondu à aucun. Le lendemain matin, elle a appelé pour dire qu'elle était malade au travail. Elle avait besoin de temps pour tout digérer et comprendre à quel point elle était dans la merde financièrement. Tracy a fait du café et s'est assise avec tous ses relevés bancaires, ses factures de carte de crédit et un carnet. Ce qu'elle a trouvé lui a donné envie de vomir. Ce n'était pas juste les $2700 qu'elle avait remarqués au début. En remontant plus loin, elle a trouvé des petits retraits, des achats aléatoires et des services d'abonnement qu'elle ne reconnaissait pas. Il l'avait saignée à petit feu pendant des mois. Le total des dégâts était plus proche de $5400. Ça, en plus du loyer qu'elle avait couvert, des courses, des factures. Elle a rappelé la compagnie de carte de crédit, cette fois avec une liste détaillée. La représentante était gentille, mais la réponse était la même, la plupart des frais étaient trop vieux et Léo était un utilisateur autorisé. Il pouvait le retirer du compte et signaler les nouveaux frais, mais c'était tout. Ils ont suggéré de porter plainte si elle voulait aller plus loin. Tracy y a pensé, vraiment, mais l'idée de traîner ça en justice, de le revoir, d'essayer de prouver qu'il avait dépensé son argent sans permission alors qu'elle lui avait techniquement donné accès, c'était trop. Elle a décidé d'encaisser la perte et de se concentrer sur la reconstruction de sa vie. Cet après-midi-là, elle a appelé un serrurier. Ça a coûté $170 qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais l'idée que Léo revienne avec sa clé était pire. Pendant que le serrurier travaillait, elle a ramassé le reste des affaires de Léo, ses vêtements, sa stupide poudre de protéines qui prenait la moitié de sa cuisine, et a tout fourré dans des sacs poubelles. Elle lui a envoyé un seul message, disant que ses affaires seraient près de la benne pendant 24 heures, après quoi elles iraient à Godwill. Bien sûr, il s'est pointé pile quand elle traînait le dernier sac dehors, timing parfait. Il avait l'air mal rasé, portant les mêmes vêtements que la veille. Tracy s'est demandé brièvement où il avait dormi, puis s'est rappelé que ce n'était plus son problème. Il a essayé de lui parler, « Il y a des choses que tu ne comprends pas, Kate n'est pas ce que tu penses, j'allais rompre avec elle. » Elle a continué à marcher avec les sacs. Quand il lui a attrapé le bras pour l'arrêter, elle s'est dégagée si fort qu'elle s'était raflé le coude contre le mur de briques. Elle lui a dit que s'il la touchait encore, elle appellerait la police. Ça l'a fait taire, mais elle sentait son regard pendant qu'elle rentrait. Le serrurier a fini une vingtaine de minutes plus tard, lui a donné les nouvelles clés, et pour la première fois en jours, elle a enfin senti qu'elle pouvait respirer dans son propre appartement. La semaine suivante au travail a été floue. Elle était épuisée, sursautait à chaque vibration de son téléphone et faisait des erreurs stupides que son superviseur ne cessait de souligner. Le vendredi, elle avait rattrapé certains délais manqués, mais elle était à bout. Son amie Rita l'a invitée à boire un verre, disant qu'elle devait revenir parmi les vivants, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Elle a inventé une excuse sur la fatigue. Le lundi suivant, elle a été convoquée dans le bureau de son manager. Elle pensait que c'était à propos du rapport d'inventaire qu'elle avait raté la semaine précédente, mais c'était pire, bien pire. Il restructurait, son poste était supprimé. Ils lui ont donné un préavis de 2 semaines et un package de départ si maigre qu'il ne couvrirait même pas le loyer du mois suivant. Elle n'a pas pleuré au bureau. Elle a hoché la tête, signé les papiers et est retournée à son bureau comme si tout était normal. Puis elle s'est enfermée dans une cabine de toilette et a eu une crise de panique silencieuse pendant 20 minutes. Cette nuit-là, elle a appelé sa mère. Elle n'était pas très proche. Sa mère vivait en Floride avec son second mari, et elle ne se parlait peut-être qu'une fois par mois, mais elle avait besoin d'entendre un parent lui dire que tout irait bien. Sa mère a été compatissante, mais pas vraiment utile. Elle a dit que Tracy n'aurait jamais dû laisser Léo emménager sans bague au doigt d'abord, puis a demandé si elle avait envisagé de revenir vivre chez elle jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Retourner en Floride pour dormir sur le canapé lit de sa mère et écouter les diatribes politiques de son beau-père? Non merci. Elle a passé ces 2 semaines de préavis à postuler à tous les emplois qu'elle pouvait trouver.
Elle a envoyé 73 candidatures, reçu 6 réponses, toutes demandant un deuxième entretien qui n'a jamais eu lieu. Les emails de refus ont commencé à remplir sa boîte de réception. Le jour où elle a vidé son bureau, elle se sentait engourdie. La première semaine de chômage, elle a essayé de garder une routine, se lever, postuler à des jobs, faire un déjeuner pas cher, postuler encore, marcher pour économiser le chauffage, faire le dîner, regarder quelque chose sur YouTube, dormir, recommencer. À la deuxième semaine, son compte en banque était à 3 chiffres. Elle a résilié Netflix, a pris des douches plus courtes et a surtout mangé des ramen et des œufs. Elle a appelé la compagnie d'électricité pour un plan de paiement. Elle a appelé son proprio et a promis que le loyer aurait quelques jours de retard. Il n'était pas content mais a dit qu'il attendrait jusqu'au 15 avant de facturer des frais de retard. Le 15 est passé, elle a vendu sa belle montre sur eBay, des vêtements sur Poshmark, mis sa télé sur Facebook Marketplace, mais n'a reçu que des offres ridicules. Puis son téléphone a vibré avec un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. C'était Léo. Il avait soit un nouveau téléphone, soit utilisait celui de quelqu'un d'autre. Il disait qu'il devait lui parler, que Kate avait découvert pour eux et rompu, qu'il était désolé et voulait s'expliquer. Elle a aussi bloqué ce numéro, mais ça l'a secoué, pas parce qu'elle se souciait de ses problèmes, mais parce que ça lui rappelait à quel point elle avait mal jugé les gens. Elle l'avait laissé entrer dans sa vie, dans son appart, lui avait donné accès à ses finances, et il l'avait vu comme rien d'autre qu'une commodité, un plan B, quelqu'un à utiliser. À la fin du mois, elle était désespérée. Son proprio laissait des messages vocaux sur le loyer. L'électricité avait été coupée pendant 48 heures avant qu'elle ne rassemble assez d'argent pour payer le minimum et la remettre. Elle n'avait mangé que du riz nature pendant 3 jours d'affilée parce que c'était tout ce qui lui restait. Elle a fini par ravaler sa fierté et a demandé une aide temporaire. Le processus était humiliant, remplir des formulaires détaillant chaque aspect de sa vie financière, attendre des heures dans un bureau gouvernemental bondé pour se faire dire qu'elle avait gagné trop à son dernier job pour une aide immédiate. On lui a donné une liste de banques alimentaires à la place. Le lendemain, elle y est allée. Elle a fait la queue avec sa carte d'identité et une preuve d'adresse, a accepté une boîte de conserve et de pain presque périmée avec un sourire qui semblait pouvoir lui fissurer le visage. Elle l'a ramenée en bus, avec l'impression que tout le monde la regardait, même si personne ne s'en souciait. Cette nuit-là, elle a reçu un email. C'était d'un petit entrepôt qui avait besoin d'aide temporaire pendant leur saison chargée. Le salaire était moins de la moitié de ce qu'elle gagnait avant, mais c'était quelque chose. Elle a répondu immédiatement, a eu un entretien téléphonique le lendemain matin et a commencé le lundi suivant. Le travail était physiquement brutal, 8 à 10 heures debout, à soulever des caisses, scanner des stocks, dans le froid glacial ou la chaleur étouffante selon la section de l'entrepôt où elle était assignée. Ses mains se sont couvertes de callosité, son dos lui faisait mal constamment. Elle rentrait trop fatiguée pour même penser à postuler à de meilleurs jobs, mais elle gagnait assez pour payer une partie du loyer, pas tout, mais assez pour que son proprio accepte une autre extension à condition qu'elle paie les frais de retard. Puis un soir, elle est rentrée et a trouvé un avis d'expulsion collé sur sa porte. Apparemment, ses paiements partiels ne suffisaient plus. Elle avait 30 jours pour payer intégralement ou quitter les lieux. Elle s'est assise sur le sol de sa cuisine et a fixé le papier, trop engourdie pour pleurer. C'est alors que sa voisine a frappé. Elle avait vu la vis et entendu Tracy rentrer, puis a demandé si elle allait bien. Évidemment pas, mais elle a menti et dit que oui. La voisine a hésité, puis a demandé si elle cherchait une colocataire. Sa cousine Mona Lisa avait besoin d'un endroit pour quelques mois pendant qu'elle économisait pour son propre appart. Si elle divisait le loyer en 3, ça pourrait marcher pour tout le monde. Tracy n'avait jamais échangé plus de 10 mots avec cette voisine avant, mais à ce moment-là, elle aurait pu être un ange. Elle a dit oui immédiatement. Mona Lisa a emménagé 2 jours plus tard. Elle était discrète, payait sa part en liquide d'avance et ne posait pas de questions sur pourquoi Tracy mangeait parfois juste du riz pour le dîner. Elle n'était pas vraiment amie, mais elle coexistait pacifiquement dans l'appartement de plus en plus déprimant. Avec la contribution de Mona Lisa, Tracy a réussi à payer assez de l'arriéré de loyer pour arrêter la procédure d'expulsion. Elle croulait toujours sous les dettes de cartes de crédit, travaillait toujours à un job payé à peine plus que le minimum,
mangeait toujours comme une étudiante en période d'examen, mais elle n'était pas à la rue, et ça comptait pour quelque chose. Puis un jour, environ 3 mois après avoir viré Léo, elle courait pour attraper le bus pour le travail quand elle a percuté quelqu'un sur le trottoir. Elle a trébuché en arrière, marmonnant une excuse sans lever les yeux. Puis elle a entendu son nom. C'était Léo, debout là comme s'il l'attendait. Il portait un uniforme de fast-food, le genre avec un polo hideux et une visière. Elle a essayé de le contourner, mais il s'est mis en travers. Il a dit qu'il essayait de la contacter, qu'il devait parler, qu'il avait fait une énorme erreur. Elle a remarqué que son téléphone était un vieux modèle, pas le dernier iPhone qu'il avait toujours eu avant. Karma, supposait-elle. Elle lui a dit qu'elle était en retard pour le travail et l'a poussée pour passer. Il a crié après elle qu'il reviendrait, qu'il arrangerait les choses. Elle n'a pas regardé en arrière, a couru pour le bus et l'a attrapé juste quand les portes se fermaient. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir, pas parce qu'il lui manquait ou qu'elle le voulait de retour, mais parce qu'elle avait peur qu'il ait compris où elle vivait, qu'il réapparaisse. Elle a calé une chaise sous la poignée de la porte de sa chambre, même si elle savait que c'était paranoïaque. Le lendemain matin, il y avait une lettre dans sa boîte, sans timbre, juste son nom écrit en travers. Elle a reconnu l'écriture de Léo immédiatement. Elle ne l'a pas ouverte, l'a déchirée et a jeté les morceaux dans différentes poubelles en allant à l'arrêt de bus. Mais elle savait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Et elle avait raison. Après avoir déchiré la lettre de Léo, elle pensait qu'il comprendrait peut-être l'allusion. Il ne l'a pas fait. Pendant les 2 semaines suivantes, elle l'a repéré au hasard, de l'autre côté de la rue de son immeuble, à l'arrêt de bus près du travail, une fois même à la laverie où elle avait commencé à aller parce que les machines de l'immeuble étaient trop chères. Il ne l'approchait jamais directement, juste regardait. Parfois, il faisait un signe ou essayait d'attirer son regard. Elle faisait semblant de ne pas le voir et marchait plus vite. Son job temporaire à l'entrepôt est vite devenu un cauchemar. Les managers prolongeaient les shifts sans préavis, alors elle arrivait en pensant travailler 8 heures et finissait par rester 12. Ses pieds étaient constamment enflés, et elle a développé une douleur aiguë dans le bas du dos qui ne partait jamais vraiment. Mais elle ne pouvait pas se permettre de quitter, alors elle prenait l'ibuprofène qu'elle trouvait dans l'appart et continuait. Mona Lisa a remarqué un soir que Tracy rentrait et ne pouvait littéralement pas se tenir droite. Mona Lisa faisait une sorte de soupe et lui a offert un bol. C'était la première vraie nourriture faite maison qu'elle avait eue en semaine qui ne soit ni du riz nature ni des ramen. Elles se sont assises à la table de la cuisine et, pour la première fois, elles ont vraiment parlé. Il s'est avéré que Mona Lisa avait sa propre histoire avec un Léo, non différent, même situation. C'était étrangement réconfortant de savoir qu'elle n'était pas la seule idiote à avoir fait confiance à la mauvaise personne. Elles ont commencé à dîner ensemble quand leurs emplois du temps coïncidaient, juste ce qu'elles pouvaient assembler avec leur triste garde-manger et la section discount de l'épicerie. Mais ça aidait. Puis un matin fin novembre, elle s'est réveillée en ayant l'impression qu'on l'avait frappée avec un camion. Sa gorge était en feu, sa tête cognait, et elle pouvait à peine sortir du lit. Elle a appelé le travail, croassant une explication. Son superviseur a soupiré bruyamment et lui a rappelé que les travailleurs temporaires n'avaient pas de jour maladie. Si elle ne venait pas, elle pourrait ne plus avoir de poste quand elle irait mieux. Elle s'est traînée jusqu'à la salle de bain et a pris sa température avec un vieux thermomètre trouvé dans l'armoire à pharmacie, 39,7 degrés Celsius. Ça ne pouvait pas être juste. Elle a secoué le thermomètre et a réessayé, 39,9 degrés Celsius. Elle aurait dû aller aux urgences, elle le sait maintenant, mais les urgences coûtent de l'argent, et elle avait exactement $27 sur son compte jusqu'à la paie. Alors elle a pris plus d'ibuprofène, s'est emmitouflée dans toutes les couches qu'elle possédait et a réussi à atteindre le bus. Elle ne se souvient pas de grand-chose de cette journée, elle a scanné des caisses, bu de l'eau à la fontaine, s'est cachée dans les toilettes quand les vertiges devenaient trop forts. D'une manière ou d'une autre, elle a tenu jusqu'à la fin de son shift. Elle se souvenait d'attendre le bus pour rentrer, grelottant violemment bien qu'elle transpirait à travers ses vêtements. La prochaine chose qu'elle a su, elle était au sol, quelqu'un la secouait, demandant si elle allait bien. C'était une adolescente qui avait l'air absolument terrifiée. Apparemment, elle s'était évanouie à l'arrêt de bus. La fille l'a aidée à s'asseoir, a demandé si elle devait appeler quelqu'un. Elle a dit non,
qu'elle allait bien, juste fatiguée. Elle n'allait pas bien du tout. Elle a réussi à monter dans le bus, à revenir à l'immeuble, à monter les 3 étages en rampant pratiquement, puis s'est effondrée sur le sol du salon, toujours en manteau et bottes. C'est là que Mona Lisa l'a trouvée quand elle est rentrée de son shift du soir. Elle lui a dit plus tard qu'elle avait d'abord cru qu'elle était morte, tellement elle était pâle et respirait à peine. Elle a réussi à la mettre au lit, l'a forcée à boire de l'eau et a mis des serviettes froides sur son front toute la nuit. Au matin, sa fièvre était tombée, mais elle avait l'impression d'avoir été renversée 2 fois. Mona Lisa avait déjà appelé son travail, disant qu'elle avait une pneumonie et ne viendrait pas pendant au moins 3 jours. Tracy a essayé de protester, elles savaient toutes les deux qu'elle perdrait probablement son job, mais Mona Lisa l'a fait taire immédiatement. Elle a dit qu'aucun job ne valait la peine de mourir, surtout un qui payait si peu. Elle avait raison, mais avoir raison ne payait pas le loyer. Tracy a passé les 2 jours suivants au lit, somnolent par intermittence, s'inquiétant de l'argent chaque fois qu'elle était assez consciente pour s'inquiéter de quoi que ce soit. Le 3e jour, son téléphone a sonné. C'était l'entrepôt. Elle s'attendait à être virée, mais au lieu de ça, la personne des RH appelait pour prendre des nouvelles de sa pneumonie et lui parler de leur politique d'incapacité à court terme. Apparemment, Mona Lisa n'avait pas seulement appelé pour dire qu'elle était malade, elle s'était aussi rendue à l'entrepôt en personne, exigeant de parler à quelqu'un des avantages pour les employés. Elle avait fait assez de bruit pour qu'ils regardent vraiment leurs propres règles et découvrent que même les travailleurs temporaires avaient droit à certaines protections de base. Tracy a eu 5 jours de congé maladie payé. 5, pas assez pour récupérer complètement, mais assez pour éviter de se retrouver à nouveau par terre à un arrêt de bus. Quand Mona Lisa est rentrée ce soir-là, Tracy a pleuré, vraiment pleuré. C'était la première fois que quelqu'un se battait pour elle depuis elle ne savait même plus combien de temps. Quand elle est retournée au travail, les choses étaient différentes. Son superviseur lui lançait des regards en coin, probablement en attendant qu'elle s'effondre à nouveau, mais ses collègues, des gens à qui elle avait à peine parlé avant, vérifiaient comment elle allait, s'assuraient qu'elle prenne des pauses, proposaient d'aider avec les charges lourdes. Le mot avait circulé sur la fille dont la colocataire avait fait un scandale avec les RH. Pendant ce temps, la situation avec Léo a pris un nouveau tournant. Les apparitions aléatoires ont cessé, mais les textos ont augmenté. Il avait encore trouvé un nouveau numéro où empruntait des téléphones et envoyait de longs messages décousus sur combien elle lui manquait, comment Kate avait ruiné sa vie, comment il repensait à là où tout avait dérapé. Elle bloquait chaque nouveau numéro au fur et à mesure, mais c'était épuisant. Rita a suggéré qu'elle change complètement de numéro, mais ça impliquait des frais qu'elle ne pouvait pas se permettre, alors elle continuait à bloquer et ignorer. Décembre est arrivé, apportant encore plus de stress financier. L'entrepôt était plus occupé que jamais avec les commandes des fêtes, ce qui signifiait plus d'heures mais aussi plus de tension physique. Sa douleur au dos est devenue si forte qu'elle a commencé à prendre la dose maximale d'ibuprofène tous les jours juste pour fonctionner. Ses dents lui faisaient mal constamment, une molaire la gênait depuis des mois, mais les soins dentaires auraient aussi bien pu être des vacances de luxe aux Maldives vu ce qu'elle pouvait se permettre. Un matin particulièrement froid, elle attendait le bus, tapant des pieds pour se réchauffer, quand une femme plus âgée à côté d'elle a entamé la conversation. Juste du bavardage normal d'arrêt de bus, la météo, le bus en retard, des trucs typiques. Puis la femme a mentionné qu'elle travaillait dans un cabinet médical plus bas dans la rue. Tracy a hoché la tête poliment, pas vraiment attentive, jusqu'à ce que la femme dise quelque chose sur leur entrepôt qui avait besoin d'être réorganisé. Elle a dû avoir l'air désespérée, parce qu'elle a immédiatement demandé s'ils embauchaient. La femme a semblé surprise mais lui a donné le nom du manager du bureau et a suggéré qu'elle passe avec son CV. Elle l'a remercié, sans trop y croire. Les rencontres fortuites à un arrêt de bus donnaient rarement quelque chose. Mais elle était assez désespérée pour essayer n'importe quoi. Ce soir-là, elle a mis à jour son CV pathétique et en a imprimé une copie à la bibliothèque. Le lendemain, elle a fait un détour pendant sa pause déjeuner et est entrée dans le cabinet médical, demandant le manager par son nom. Elle s'attendait à ce qu'on lui dise de postuler en ligne ou de laisser son CV à la réception. Au lieu de ça, elle a été conduite dans un petit bureau où une femme à l'air débordée mangeait un sandwich à son bureau. Elle a jeté un œil au CV, a posé des questions sur son expérience en logistique, et a sauté directement à quand elle pouvait commencer à organiser leur zone de stockage.
Ce n'était pas un poste à plein temps, juste 20 heures par semaine pour commencer, à gérer l'inventaire et les livraisons de fournitures médicales, mais ça payait 3 $ de plus par heure que l'entrepôt. Les horaires étaient flexibles et ça impliquait de vraies compétences au lieu de juste du travail physique. Elle a accepté sur le champ. Pendant les semaines suivantes, elle a travaillé aux 2 jobs, le matin au cabinet médical, le soir à l'entrepôt. C'était brutal, mais pour la première fois en mois, elle pouvait vraiment payer ses factures à temps. Elle rentrait épuisée, mangeait ce que Mona Lisa avait préparé. Elle avait pris l'habitude de cuisiner pour elle deux quand elle avait réalisé à quel point la santé de Tracy s'était détériorée et s'effondrait au lit. À la mi-janvier, elle avait assez économisé pour quitter le job à l'entrepôt. Son dernier jour, elle n'a ressenti que du soulagement en rendant son badge. Son superviseur semblait sincèrement surpris, elle pensait qu'il s'attendait à ce qu'elle tolère indéfiniment les conditions horribles. Un de ses collègues lui a fait un câlin maladroit sur le côté et a dit qu'elle était contente qu'elle s'en soit sortie. Le job au cabinet médical n'était pas glamour, mais stable. Le manager continuait à lui trouver plus d'heures à mesure qu'elle prouvait sa fiabilité. En février, elle travaillait 35 heures par semaine et avait même eu un petit bureau à l'arrière où elle pouvait suivre l'inventaire sur un vieil ordinateur de bureau. Avec des salaires réguliers, elle a commencé à s'attaquer à la montagne de dettes laissées par Léo, 20 $ par-ci, 50 par-là. Ce n'était pas grand-chose, mais voir les soldes diminuer lentement lui donnait un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Mona Lisa et Tracy se sont installées dans une routine confortable. Elles n'étaient pas meilleures amies ou quoi que ce soit, mais il y avait un respect et une compréhension mutuelle entre elles. Mona Lisa avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un mec discret, et parfois il se joignait à elle pour le dîner. C'était agréable d'avoir quelqu'un d'autre dans l'appart qui n'était pas en forme de Léo. Les choses s'amélioraient, lentement. Son dos lui faisait encore mal, sa dent la lançait par moments, mais elle s'en sortait, un pas à la fois. Puis est venue la Saint-Valentin. Elle avait délibérément ignoré toutes les décorations en forme de cœur dans les magasins, les pubs romantiques, les couples planifiant des soirées spéciales. Mona Lisa et son copain sortaient, alors elle avait l'appart pour elle seule. Elle avait prévu une soirée palpitante de pizza surgelée et de nouveautés sur Netflix. Elle était à mi-chemin de sa triste pizza quand quelqu'un a frappé à la porte. Pas un coup normal, mais un martèlement persistant, presque désespéré. Elle s'est figée, la part de pizza à mi-chemin de sa bouche. Ça devait être Léo. Personne d'autre ne serait aussi dramatique. Elle s'est approchée de la porte sur la pointe des pieds et a regardé par le Judas. Bien sûr, c'était lui, tenant ce qui semblait être des fleurs et une petite boîte. Elle a reculé, espérant qu'il penserait que personne n'était là. Il a frappé encore, puis a appelé son nom. Il a dit qu'il savait qu'elle était là, qu'il avait vu la lumière sous la porte, qu'il voulait juste parler, expliquer, arranger les choses. Elle est restée silencieuse, son cœur battant dans sa poitrine. Après ce qui a semblé une éternité, elle l'a entendu soupirer. Quelque chose a heurté le sol dehors les fleurs, supposait-elle puis des pas qui s'éloignaient. Quand elle a été sûre qu'il était parti, elle a entrouvert la porte. Il y avait un bouquet de roses de supermarché sur le sol, avec une petite boîte en velours et une carte. Elle aurait dû tout repousser dans le couloir et fermer la porte, mais la curiosité l'a emportée. Elle a d'abord pris la boîte. À l'intérieur, une bague, pas une bague de fiançailles, mais une simple bande en argent avec une petite pierre qui pouvait être un diamant mais était probablement du zircon cubique. La carte disait « Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux commencer à réparer. C'est la bague que j'aurais dû te donner au lieu d'elle. J'ai changé. Appelle-moi, s'il te plaît. » Elle est restée dans l'embrasure, regardant cette tentative pathétique de rédemption, et n'a rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas même du dégoût, juste du vide. Cet homme avait détruit sa vie et pensait qu'une bague bon marché réglerait tout. Elle a jeté la bague et la carte dans la poubelle près de l'ascenseur, laissé les fleurs pour qui voudrait, est retournée dans son appart, a verrouillé la porte et a fini sa pizza désormais froide. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec un texto d'un numéro inconnu. Léo, encore, demandant si elle avait eu son cadeau. Elle ne l'a pas bloqué cette fois. À la place, elle a répondu avec 2 mots, passe à autre chose. Puis elle a bloqué ce numéro aussi.
Février est devenu mars. Le cabinet médical continuait à lui donner plus de responsabilités et d'heures. Elle a entièrement payé une de ses plus petites cartes de crédit. Elle et Mona Lisa ont repeint le salon un dimanche après-midi, recouvrant le beige sale d'un gris doux qui rendait tout l'appart plus propre d'une certaine façon. Sa mère a appelé, surprise qu'elle ait l'air plus elle-même. Elle a même proposé d'aider avec ses soins dentaires si elle venait passer un week-end. Elle hésitait encore son beau-père et elle ne s'était jamais entendue, mais l'idée de enfin régler sa dent douloureuse était tentante. Et Léo? Il semblait enfin avoir compris le message. Les textos ont cessé, les apparitions aléatoires aussi. Elle vérifiait parfois l'Instagram de Kate et voyait qu'elle était passée à autre chose avec quelqu'un de nouveau. Le compte de Léo était inactif depuis des mois. Elle reconstruisait, lentement, douloureusement, mais sûrement. Pas pour revenir à ce qu'elle était avant, elle ne pensait pas redevenir cette personne un jour, mais vers quelque chose de nouveau, de plus fort, quoique plus prudent. La vie continuait. Ses heures au cabinet médical sont passées à temps plein avec de vrais avantages. Elle a enfin fait réparer cette dent douloureuse lors d'un week-end chez sa mère. Elle et Mona Lisa ont renouvelé le bail de l'appart, même si Mona Lisa passait la plupart de ses nuits chez son copain à ce moment-là. Sa cote de crédit remontait doucement. Elle a commencé à mettre un peu d'argent de côté chaque mois pour les urgences. Elle est même sortie 1 ou 2 fois en rendez-vous, rien de sérieux. La confiance ne revient pas facilement une fois qu'elle a été brisée. Puis le mois dernier, elle a reçu un texto de Rita. Elle était tombée sur Léo dans un café, il avait demandé de ses nouvelles, mais de manière respectueuse, mentionnant qu'il déménageait à Pittsburgh pour un nouveau départ. Elle l'a remercié pour l'info mais n'y a pas trop pensé. Léo qui partait semblait le meilleur dénouement pour tout le monde. C'est pourquoi elle a été complètement déstabilisée quand elle a ouvert la porte de son appart la semaine dernière et l'a trouvé là, tenant un petit sac cadeau. Son premier réflexe a été de lui claquer la porte au nez, mais il avait l'air tellement différent, bien rasé, en meilleure santé, portant des vêtements qui lui allaient vraiment. Il a levé les mains immédiatement, comme s'il sentait sa panique, et a dit qu'il ne restait pas, qu'il était en route hors de la ville et voulait juste déposer quelque chose. Elle a pris le sac à contre-séhure. À l'intérieur, il y avait une petite boîte et une enveloppe. L'enveloppe contenait $1 500. La boîte contenait une bague. La bague. Celle qu'il avait achetée pour Kate avec son argent à elle, celle qu'elle avait vue dans ce post Instagram qui avait déclenché tout ce cauchemar. Il a expliqué que quand Kate l'avait quitté, elle lui avait jeté la bague dessus. Il l'avait gardée, pensant d'abord la vendre, mais ne s'y était jamais résolu. Il ne la lui donnait pas comme un geste romantique bizarre, il rendait quelque chose qui était techniquement à elle puisqu'elle avait payé, et il voulait qu'elle décide quoi en faire, la garder, la vendre, la jeter dans la rivière. Léo a dit qu'il avait un job en vue à Pittsburgh, qu'il continuerait à envoyer des paiements jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il lui devait, qu'il était sincèrement désolé pour tout, surtout pour les choses cruelles qu'il avait dites quand elle l'avait confronté à propos de Kate, qu'elle méritait tellement mieux et qu'il espérait qu'elle l'avait trouvé ou le trouverait bientôt. Et puis il est parti, juste un petit signe de la main, et il était gone. Elle a porté la bague à un bijoutier le lendemain. Elle ne valait pas près de ce que Léo avait payé. La pierre était plus petite qu'elle ne semblait sur les photos et le montage était produit en masse. Elle en a tiré un peu moins de $1000, qui sont allés directement sur son compte épargne. Alors voilà, c'est la fin de la saga Léo. Elle allait bien maintenant. Le cabinet médical lui a donné une petite augmentation le mois dernier. Mona Lisa a emménagé avec son copain, mais elle a trouvé une nouvelle colocataire par une collègue, une étudiante discrète qui payait à temps et ne volait pas sa nourriture dans le frigo. Son dos la lançait encore parfois les jours de pluie, un souvenir de ses jours à l'entrepôt. Sa cote de crédit se remettait toujours. Elle se surprenait encore occasionnellement à vérifier les serrures 2 fois avant de dormir. Mais elle construisait quelque chose de nouveau, quelque chose de stable.